Radioscopie. Radioscopie. Claude Lelouch. Jacques Chancel. Claude Lelouch, il y a chez vous un chiffre qui vous accompagne, qui vous poursuit, c'est le chiffre 13. Le chiffre 13 comme les films 13, c'est-à-dire vos sociétés. Le studio 13, votre studio. Vos films sortent le 13 ou le 31, parce que le 31 c'est le 13 à l'envers. Vous dites oui à ceux qui veulent vous interroger le 13 de chaque mois, ou alors le 26, parce que le 26 c'est 2 fois 13, et nous sommes aujourd'hui le 26 décembre. Alors pourquoi le 13 ? Peut-être parce qu'il y a 13 lettres dans votre nom, ou peut-être parce qu'il y a une autre raison. J'ai compté les lettres. Claude Lelouch, ça fait 13. Vous le saviez ? Oui, je le savais, bien sûr, puisque... Non, je veux dire que c'est... On ne peut pas expliquer des choses comme ça. Si elles étaient explicables... Oh, il y a un sens. Non, mais ça serait dangereux si on pouvait expliquer des choses inexplicables. Je veux dire que à chaque fois que... Il m'arrive très très souvent de ne pas pouvoir analyser quelque chose. Il m'arrive très souvent que mes facultés d'analyse soient bloquées. Et très très souvent, le chiffre 13 m'a aidé. Je veux dire que je suis très superstitieux. Je suis très superstitieux et très très souvent, sur des problèmes, disons, de raisonnement pur, je me dis, est-ce qu'il faut faire ça ou pas le faire ? Et j'ai la réponse par des signes extérieurs qui ne sont pas de richesse, mais des signes extérieurs qui me renseignent sur des choses qui sont très très abstraites. En fait, c'est un langage. Je crois que les gens superstitieux ont un langage, comme l'anglais ou comme l'allemand, enfin juste une langue qu'il faut apprendre, et qui vous renseigne sur des choses comme ça, tout à fait imprécises. Au moment où on hésite, je veux dire que je ne me sers pas de la superstition en permanence, je m'en sers lorsque mon raisonnement, lorsque mes facultés d'analyse n'arrivent pas à répondre à la question que je me pose. Et très souvent, des signes extérieurs répondent à ces questions. Et oui, le mais chiffre le 13 est venu à un certain moment. Alors justement, le chiffre 13 répond, lui, très très souvent, et à chaque fois qu'il est présent quelque part, sous une forme ou sous une autre, ça m'indique que je suis sur une bonne voie. Ça veut dire que la chose que je fais a une raison d'être. Et pour toutes les choses, disons, assez heureuses qui me sont arrivées, le chiffre 13 était toujours là. S'il peut être là sur la porte d'une chambre d'hôtel. Je veux dire, le total des chiffres peut faire 13. Mais si vous allez justement dans un hôtel, vous demandez la chambre 13 ? Ah, du tout, non. Ah non, il faut jamais le provoquer. Je veux dire que, par exemple, le fait de sortir un 31... moi, je voulais sortir le 1er janvier. Je trouvais ça beaucoup plus drôle de sortir un 1er janvier, c'est-à-dire commencer l'année. Et les distributeurs se sont battus pour que ça sorte le 31. Et vous parlez de votre prochain film Mariage. Du prochain film Mariage, parce que pour des questions de salle, pour des questions de programmation, ce qui fait qu'à chaque fois que le chiffre 13 intervient, c'est malgré moi. Parce que si je décide arbitrairement de sortir un 13 décembre, c'est malhonnête. Je veux dire, la règle du jeu n'est pas respectée. Ce qu'il y a d'intéressant dans la perception du chiffre 13, c'est qu'il arrive malgré moi. Je veux dire que si je dois le provoquer, c'est pas drôle. Je veux dire qu'à ce moment-là, c'est de la tricherie. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui triche au jeu. Mais Claude Lelouch, lorsque tout a commencé en 1960 avec un premier film qui s'appelait Le propre de l'homme, qui a été, je crois, un échec remarquable. Admirable en tout point. Admirable en tout point. Le chiffre 13 était-il en cause ? Non, pas encore. Pas encore, je veux dire qu'il est apparu beaucoup plus tard. Mais il était apparu déjà dans mon enfance. Je veux dire que c'est un truc qui remonte très 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 loin. Par exemple, je me souviens, le jour où j'ai créé ma société, je voulais appeler le film, ma société, les films de l'Apocalypse. Je sais pas pourquoi, j'avais dit ça au notaire qui préparait les actes. Et il me dit, vous savez, c'est pas un bon truc, vous avez pas autre chose. Je lui dis non, j'ai pas autre chose, comme ça, je suis pas appelé comme vous voulez. Il me dit, combien il y a de lettres dans votre nom ? Et on a fait le total, et il me dit, vous savez qu'il y a 13 lettres. J'ai dit, on l'appelle les films 13. Et c'est comme ça qu'est née ma compagnie, les films 13. C'est même pas moi qui m'en suis aperçu. Bon. Et à partir de ce moment-là, tout ça c'est enchaîné. Je veux dire que la première fois qu'un homme et une femme a été présentés et qu'il a eu du succès, c'était un 13. Le jour où j'ai signé mon contrat avec des acteurs ou des choses importantes, enfin, à chaque fois qu'une chose importante est arrivée, il y avait le signe 13. Et vous dites malgré vous. Malgré moi. Par exemple, un homme et une femme s'étaient présentés un 13 et vous n'aviez pas prévu que ce serait un 13. Absolument pas. Absolument pas. Et toutes les choses importantes qui me sont arrivées sous le signe 13. Et par exemple, ce film-là, Mariage, vous allez croire encore que c'est un coup de publicité. J'avais fait un plan de travail de 11 jours. Et on a pris du retard, et c'est la première fois de ma vie que je prenais du retard sur un de mes films, je suis arrivé à 13 jours de tournage.
Alors, ce sont des choses qui m'inquiètent. J'ai honte même de le dire parce que j'ai l'air de faire un numéro, mais quand je vous dis qu'il y a... Oui, ça peut devenir une image de marque et presque même une marque de publicité. C'est ça. Et alors, mais moi, je peux vous garantir, je peux vous certifier sur ce que j'ai de plus cher, que ce chiffre 13, il arrive de lui-même. Et quand il n'est pas là, ça va très très mal. Vous êtes né le 30 octobre 1937, à Paris, pas dans le 13e. Non, pas du tout, dans le 9e. Non, il est arrivé en cours de route, je veux dire, c'est une chose comme ça. Et la présence de ce chiffre 13 m'a obligé par la suite à essayer de comprendre un certain nombre de signes. Je veux dire que je n'étais pas spécialement superstitieux. Mais quand j'ai vu la récidive, qui était comme ça constante, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de comprendre, j'ai lu, je me suis intéressé, et j'ai essayé de faire l'autopsie de tout ça, et je suis arrivé effectivement à un certain nombre de conclusions qui sont difficiles à expliquer si on n'est pas vraiment convaincu. Je veux dire, c'est comme croire dans une religion, on ne peut pas expliquer, il faut en être totalement convaincu, et c'est quand on est convaincu qu'à ce moment-là, on peut essayer d'expliquer pourquoi on croit en Dieu. Mais il ne faut pas faire des marches inverses, il faut d'abord croire en Dieu avant de savoir pourquoi il existe. Il est vrai, Claude Lelouch, que vous êtes cerné parce que la jeune et jolie femme qui a demandé tout à l'heure quel disque vous vouliez choisir est née, elle, un 13 mars. Ah, ça c'est drôle. Ça, vous voyez, alors elle voilà. S'appelle Ève, elle est née un 13 mars. Voilà. On peut être accompagné ainsi toute la vie par ce que vous pourriez considérer ensuite comme une superstition. Non, je pense que ça vous oblige. Mais vous pouvez en jouer de cette superstition. Non, mais ce qu'il y a oui, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'étais complètement athée. Je veux dire, je ne croyais en rien. Et la récidive de tout cela m'a amené petit à petit à croire à tout. Je dis pas seulement en Dieu, je crois à tout. Je veux dire, je crois à tout. Je crois à tout. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on me démontre le contraire de quelque chose. J'attends pas qu'on me prouve. Mais par exemple, si quelqu'un me dit je ne crois pas en Dieu, je lui dis prouve-moi qu'il n'existe pas. Ne me prouve pas qu'il existe. Et c'est vrai qu'il est plus facile de prouver l'existence de Dieu que sa non-existence. Oui, mais Claude Lelouch, vous n'êtes pas là d'un orgueil démesuré? Non, au contraire, je trouve que c'est une forme de modestie que de croire à tout. Parce que le fait d'être athée, ça, je trouve ça orgueilleux. Parce que le fait de ne croire en rien qu'en soi-même, ça, c'est profondément orgueilleux. Moi, je crois dans tout. Non, au contraire. Alors là-dessus, je suis formel. C'est ma façon à moi d'être très modeste. Enfin, vous avez décidé de donner le coup d'envoi encore d'une série, d'un marathon exceptionnel. On dit qu'il y aura 5 films en 18 mois. Jacques Tati, que je recevais l'autre jour et qui a déjà une œuvre monumentale, a lui réalisé 6 films en 18 ans. Vous ne pensez pas que c'est beaucoup? Vous ne pensez pas que vous forcez encore le destin? Et vous ne pensez pas que vous allez contre vos ennemis? Je vais contre personne. D'abord, c'est pas un défi. Et puis si c'est un défi par rapport à vous-même. C'est un défi que je me lance à moi-même éventuellement, mais à personne d'autre. Bon, en plus, je me suis aperçu que plus je tournais, mieux je tournais. Je pense qu'un metteur en scène, c'est comme un coureur, je veux dire. Plus il court, plus il a envie de courir, et mieux il court. Donc je sais par exemple que si j'enchaîne tout de suite un autre film derrière Mariage, je bénéficie de tout l'entraînement de Mariage. Donc c'est ma conception à moi des choses, je veux dire ça correspond à mon tempérament. Il y a des gens qui ont besoin de laisser un temps énorme entre chaque film, le temps de la réflexion. Et chez moi, le temps de la réflexion est toujours négatif. Car si je réfléchis, je m'aperçois que les choses, on ne peut pas les faire. Et si je fais un certain nombre de choses, c'est parce que j'ai pas pensé aux inconvénients. Quand je fais quelque chose, je pense qu'aux avantages. J'élimine systématiquement les inconvénients, sinon, alors... À chaque fois j'ai voulu analyser justement les inconvénients, j'ai été bloqué, j'ai pas fait les choses. Donc quand je fais quelque chose, j'essaie d'en voir que les avantages. Et j'élimine systématiquement les inconvénients me gênent. Donc, mais on les retrouve très souvent à la sortie. Donc il y a ce film Mariage, c'est une comédie, le tournage a duré 13 jours, comme vous le signaliez à l'instant. 13 jours en Normandie, c'est déjà un pari. Et cette fois-ci, Mariage, c'est l'histoire, c'est l'usure d'un couple. C'est... Bulogier, c'est Rufus, qui forme un couple d'ailleurs exemplaire. Je n'ai pas vu le film, je le dis tout de suite, comme ça je suis plus clair, plus chaste pour en parler avec vous. Mais 3 personnes qui l'ont vu m'ont dit que c'était superbe. Alors est-ce encore un pari? Est-ce la revanche de toute une vie qui a été assommée, matraquée, massacrée par la critique, et vous n'avez pas été content et vous avez voulu prouver que vous vouliez faire du bon cinéma? Non, parce que je ne considère pas que toute une vie d'abord soit un film raté. Pardon, je dis qu'il a été massacré. Oui, non, je vous dis si j'ai fait mariage, ce serait fait malgré toute une vie. Ce qu'il y a, c'est que toute une vie a précipité les choses. Je veux dire que rien ne sert à rien. Moi, je me sers de tout, et j'avoue que grâce à toute une vie, mariage a pu aller beaucoup plus vite. Si toute une vie avait été un succès, il est probable que mariage aurait vu le jour dans 1 an ou 2. Mais les choses se sont précipitées, je veux dire, les choses se sont mises en place. C'est fou comme d'un seul coup on a un regard sur les choses beaucoup plus lucide.
Et pour moi, les coups durs ont toujours été bénéfiques, encore une fois. Je veux dire qu'à chaque fois que j'ai souffert, car j'ai terriblement souffert avec ce qui est arrivé à Cannes... On apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Voilà. Alors, à partir de ce moment, les choses deviennent claires, simples, et c'est fou l'allure à laquelle on se met à foncer. Les choses deviennent... par exemple, Mariage a été écrit en définitive en 1 semaine. En 1 semaine, grâce à toute une vie, grâce à tout ce qui se passait. Mais il fallait avoir l'envie d'écrire à ce moment-là. Alors que normalement, j'aurais pu être porté à une dépression, au désarroi, aux lamentations. Et comme je me suis sorti de tous mes problèmes dans la vie, dans l'action, c'est vraiment un refuge pour moi fantastique. Je veux dire, le travail m'a sorti de tous les coups. J'ai écrit Mariage grâce à toute une vie, grâce à ce qui s'est passé. Et ma décision de faire 5 films, c'est justement pour n'être qu'heureux. Car dans le fond, je crois que chaque homme cherche son bonheur. Je veux dire, c'est le problème de chaque individu. Et en fait, on ne sait pas ce qui nous rend heureux. Moi, je le sais. J'ai cette chance. Je suis heureux quand je tourne un film. Mais uniquement quand je le tourne. Quand je l'écris et quand je le tourne. Et je suis terriblement malheureux au moment de la sortie. Bon. Alors, pour ne plus être victime de cette partie désastreuse de la sortie, en ce moment, je travaille déjà sur le prochain. Comme ça, je ne me rends pas compte de la sortie, qui est une partie qui m'inquiète, une partie angoissante. Ce qui fait qu'en ce moment, je travaille déjà sur le prochain film que je vais démarrer en février. Ce qui fait que maintenant, j'ai réduit considérablement ces temps désastreux où je suis malheureux. Je suis malheureux au moment où je mets un film sur le marché, au moment où il sort sur les écrans parce que je suis jugé et qu'on n'aime pas être jugé. Bon. Alors si je suis tout de suite dans l'action, j'ai pas le temps d'y penser. Et ça, c'est formidable. Alors maintenant, je vais d'un moment de bonheur à un autre moment de bonheur en réduisant considérablement les temps désastreux. C'est pour ça que je vais faire en 18 mois 5 films pour essayer de m'offrir 18 mois de bonheur relatif. Oui, mais Claude Lelouch, vous limitez votre temps de bonheur. Vous dites, je ne suis heureux que lorsque je tourne un film. Vous pourriez être heureux lorsque vous êtes avec une femme, lorsque vous êtes avec votre enfant. Ah, mais quand je tourne un film, je peux être avec une femme et avec mon enfant. Non, vous ne pensez qu'à votre film. Non, non. Je suis désolé. Je pense à mon film, bien sûr, mais il est important, chaque soir, d'avoir ces gens-là près de moi. Je veux dire que il faut que je les sente, il faut que je les ai près de moi. C'est vital. Mais je peux tout avoir en même temps. Mais le moteur principal, ce qui me permet de fonctionner merveilleusement, c'est justement d'écrire. Et puis je vous dis, plus j'écris, plus j'ai envie d'écrire, plus je tourne, plus j'ai envie de tourner. Je veux dire que c'est propre à mon tempérament. Donc je comprends très très bien les gens qui font la démarche totalement inverse, puisque c'est une question de tempérament. Ce qu'il y a, c'est que j'essaye d'être le plus naturel possible dans la façon de travailler. Et je sais que ma façon naturelle, c'est de foncer. Mais votre film Mariage, cette usure d'un couple, c'est le résultat d'une expérience. Car dans cette union qui passe par, comme vous le dites, l'amour, la haine, l'indifférence et la solitude, il y a peut-être toute l'expérience de Claude Lelouch. L'expérience de tout homme, d'ailleurs. Oui, on se sert toujours de sa propre expérience, mais on se sert aussi de ce qui se passe autour. Je veux dire que ce qui m'a frappé pourquoi j'ai fait Mariage, c'est parce que depuis une vingtaine d'années, que j'ai des amis mariés, que j'ai le temps de les voir vivre, j'en ai rarement vu qui soient parfaitement heureux. Je veux dire que pour moi, aujourd'hui, le mariage, d'après mes sondages d'opinion, d'après les contacts que j'ai eus avec mes meilleurs amis, hommes et femmes, je sais que c'est plutôt négatif qu'autre chose. Et je sais que ce qu'il y a de négatif dans le mariage, c'est l'institution elle-même du mariage. C'est ce blocage. Je veux dire que d'un seul coup, des êtres sont cernés. Et comme les gens sont relativement feignants, ils se laissent cerner, ils se laissent bouffer, ils se laissent engloutir par une institution. Alors que, à chaque fois que j'ai rencontré des couples autour de moi, qui étaient mariés, disons, sauvagement, c'est-à-dire qu'ils faisaient exactement la même chose que des couples mariés officiellement, les raisons étaient totalement différentes. Je veux dire, c'était beaucoup plus généreux, c'était beaucoup plus formidable, c'était beaucoup plus dangereux d'abord, et puis ça n'avait rien de définitif, et ça durait plus longtemps. Donc, moi je suis à fond pour le mariage sauvage, qui est exactement le même que le mariage officiel, mais qui est constamment libre. Je veux dire, on se sent totalement libre, on se sent bien, on respire mieux. Mais il y a une chronologie quand même dans votre film. Vous commencez par l'amour, c'est le premier stade normal, ensuite la haine, ensuite l'indifférence, et ensuite la solitude. Alors on se demande si, pour parvenir à la solitude, il ne faudrait pas faire quelques concessions, ou plutôt pour ne pas y parvenir. Il faudrait peut-être rester dans l'indifférence pour ne pas arriver au 4e cap, qui est la solitude. Puisque l'amour, est passé, et que la haine est dépassée. C'est exact tout ça, mais je crois que tout est cyclique. Je crois que tout est cyclique. L'amitié est cyclique, l'amour est cyclique, les bonnes affaires sont cycliques. Je veux dire qu'on est obligé de passer par tous les stades si on veut faire le tour de quelque chose. Ce qu'il y a de terrible quand on se met à aimer une femme, c'est qu'il faut être lucide et savoir qu'un jour on ne l'aimera plus. Qu'on pourra peut-être la supporter si elle est très très intelligente, mais il y a un voyage. Il y a un voyage à faire.
que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la réussite. On est tous condamnés au voyage. Et le voyage, ça veut dire qu'on est obligé de passer par tous les stades. Bien. Et ça, c'est une loi. C'est une loi. Alors il y a des gens très très intelligents qui ont une certaine philosophie des choses et qui l'acceptent mieux que d'autres. Mais c'est ce voyage que je propose. Je veux dire que quand je fais mariage, je veux proposer un voyage qui est pratiquement... Si vous allez par exemple de Paris à Nice en train, vous êtes obligé de passer par certains endroits épouvantables, par des endroits sinistres. Le paysage n'est pas tout le temps beau. Mais pour arriver d'un seul coup sur la Côte d'Azur, pour arriver sur ce ciel bleu, cette mer bleue, vous êtes obligé de passer par des endroits impossibles. Bon, eh bien le mariage, c'est ça. C'est un chemin qui vous oblige, quoi qu'il arrive, à passer par des chemins terribles. Et ces chemins, très souvent, dégradent le reste, modifient le cours du raisonnement. Donc c'est un film sur l'usure. Et l'usure... Cette usure est parfaitement normale. Donc vous estimez que des couples heureux sont des couples anormaux? Non, ce sont des couples parfaitement intelligents. Je crois que l'amour, c'est un truc qu'on peut pas mettre entre les mains de tout le monde. En fait, tout le monde s'en sert, mais c'est vraiment un truc qu'on peut pas mettre entre... C'est comme une voiture de course. Vous pouvez pas mettre une voiture de course entre les mains de tout le monde. Il faut un très bon chauffeur. Bien. Or, on donne l'amour aux gens sans leur avoir expliqué de quoi c'était fait et comment il fallait s'en servir. On donne ça à n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a un gâchis terrible et qu'il y a plein de gens qui vont dans le décor. Parce qu'ils savent pas conduire cette voiture. Je crois qu'on peut... Il faudrait un code de l'amour, là. Il faudrait pas un code de l'amour parce que c'est un petit peu arbitraire. Mais je veux dire que un couple peut tenir très très longtemps s'il est très très intelligent. Je veux dire, l'intelligence, elle est proportionnelle. Elle est proportionnelle selon les milieux, selon la classe sociale. Je veux dire, tout le monde peut. Mais il y a un besoin de renouvellement permanent. Et le drame de la plupart des couples, c'est qu'ils renouvellent rien. Par exemple, ils mangent tous les jours à 8h15. Et le simple fait de manger à 8h30, ça changerait leur vie. Puis un autre jour de manger à 7h30, puis de manger à 6h. Vous voyez ce que je dis? Ne pas s'habituer. Voilà. Ce qui tue l'amour, c'est les habitudes. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans le film, ce sont ces habitudes. Et ces habitudes, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un certain stade où on les aime, car on s'habitue aux pires habitudes. Il arrive par exemple qu'un bruit de robinet, au bout de 30 ans, s'il n'est pas là, il nous manque. Je veux dire, il fait partie de sa vie. Il est rentré dans la maison, il est là comme les enfants. Alors donc, ce que j'essaie d'expliquer, d'ailleurs j'essaie de rien expliquer, je montre des choses. En fait, mariage, c'est une somme de constatations, de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai vécues, et il n'y a rien qui soit inventé dans mariage. C'est vraiment l'anatomie de la vie d'un couple, et je pense que tout le monde se reconnaîtra, et personne ne se reconnaîtra dans mariage. Vous avez été marié? Oui. J'ai été marié. Vous y avez mis un peu de votre expérience? Oui, parce que... Vous avez été marié, vous parlez au passé? Oui, non, mais j'ai été marié très peu de temps, tandis que les héros de mon film sont mariés depuis 30 ans. Donc ce n'est pas une question de portée, de longueur? Non, parce qu'on peut très bien faire 30 ans en 2 ans. Je veux dire, tout dépend de la vitesse à laquelle on vit. Moi, j'ai la sensation, en tous les cas, qu'en 2 ans, je peux avoir avec une dame peut-être les mêmes rapports qu'un autre monsieur pourrait avoir en 30 ans, parce que tout est proportionnel à ce que l'on fait, à la vitesse où on le fait et à ce qui se passe. À l'importance que l'on donne. Bien entendu. La critique française vous accuse souvent de faire des films pour plaire. Vous pensez que Mariage est un film pour plaire? Tout ce que je peux vous dire, en tous les cas, c'est que c'est le négatif d'un homme et une femme. Il y a 10 ans, exactement, je faisais un homme et une femme. Il y avait des Oscars qui étaient accueillis, qui étaient salués, unanimement. Unanimement, et ce film, c'était quoi? C'était la projection d'un rêve. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je rêvais de vivre une histoire d'amour comme ça. J'aurais aimé rencontrer une femme avec un enfant, dans les conditions où la rencontre avait lieu à Deauville. Enfin, je veux dire qu'il y avait tout un concept, toute une conception qui faisait que c'était pour moi la projection d'un rêve, et que ça a donné un homme et une femme. Mariage, c'est la projection d'une réalité. Je veux dire que 10 ans plus tard, on ne rêve pas en voyant mariage. En voyant mariage, on touche à chaque instant à la réalité. On voit les femmes beaucoup plus comme elles sont. On voit les hommes comme ils sont. Et puis, c'est plutôt un film féministe. Je veux dire que je prends la défense de la femme dans Mariage. Ça, je tiens à le dire parce que il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Une femme qui aime 10 hommes différents, elle peut vivre 10 vies différentes. Car elle est terriblement influençable. Et dans le fond, ça, c'est une des grandes qualités, une des grandes chances d'une femme. C'est qu'une femme peut avoir plusieurs vies au travers de plusieurs amours. Tandis qu'un homme qui a une forte personnalité, il impose à 10 femmes sa personnalité. Lui, il mène toujours la même vie. Bon, ça, c'est une chose que j'essaie d'expliquer aussi dans Mariage. Et l'héroïne de mon film, Bulle, cette femme, elle aurait pu être la femme de n'importe qui. Elle avait tout ce qu'il fallait pour contenter aussi bien
un imbécile qu'un type intelligent. Et donc elle est complètement victime. Elle est complètement coincée par une société qui l'oblige à suivre son mari aveuglément. Alors si le mari est un imbécile, c'est dramatique. Si c'est un génie, c'est fantastique. Mais c'est la même machine. C'est la même femme qui va être condamnée selon le sort, selon le hasard, à vivre d'une façon fantastique. C'est pour ça que l'institution du mariage, la femme doit suivre son mari, c'est une aberration, c'est quelque chose de terrible. Je veux dire, on lui enlève toute possibilité. Donc j'ai fait un peu mariage, non pas pour défendre les femmes, mais je suis très féministe. Je suis très féministe parce que mes sources de plaisir viennent de la femme. Je veux dire que tous les grands moments de ma vie, en dehors du cinéma, viennent des femmes. Et comme mes plus grandes déceptions. Et donc je les respecte. Et je respecte tout ce qui me donne du plaisir. Et comme les femmes me donnent du plaisir, je les respecte. Et pour moi, c'est une chose très importante. Et je trouve que la femme mérite mieux que le sort qu'on lui réserve, en tous les cas au travers du mariage. Je trouve que c'est sinistre ce qui arrive aux bonnes femmes, aux plupart des bonnes femmes. Je veux dire que elles sont vraiment à la merci d'un coup de bluff, d'un coup de drague. Elles sont à la merci d'un coup d'illusion, d'un coup de passe-passe. Vous dites les bonnes femmes, c'est pas joli. Non, mais si, pour moi, c'est pas péjoratif. Ça prouve que je les aime beaucoup. C'est comme si je disais les bons hommes. Les bons hommes. Vous voyez ? C'est vrai, je faisais déjà de l'inégalité. Voilà. Mais donc j'essaye de prendre leur défense dans ce film. Et c'est vrai qu'un type qui drague, c'est complètement malhonnête. Car il montre une facette ou un aspect de lui-même qui est complètement malhonnête. C'est vraiment, ça mériterait la prison, je veux dire. Les dragueurs devraient aller en prison. Parce qu'ils cessent de draguer dès que, on connaît l'histoire. Et les femmes qui sont terriblement influençables se laissent avoir à des mystifications. Alors des fois la mystification tient le coup. Mais vous êtes un défenseur de l'ordre moral ? Non, pas du tout. Je défends des êtres terriblement sensibles. Ouais. Je crois que ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas changer la femme. Elle est d'une sensibilité extrême. Et comme elle est d'une sensibilité extrême, elle est forcément influençable. Et comme elle est forcément influençable, elle se laisse influencer. Il suffit de faire rire une femme pendant un quart d'heure et sa vie peut être foutue. Je veux dire, si vous êtes en forme, si vous avez la frite, comme on dit un soir, au moment où vous baratinez une dame, vous pouvez remettre sa vie en question parce qu'à ce moment-là, elle vous dit oui. Elle vous dit oui et elle est coincée. Elle est coincée parce que vous aviez seulement la frite. Vous estimez, Claude Lelouch, que les ménages, enfin les couples qui ne sont pas officiellement mariés, sont plus libres de leur bonheur que les autres ? Ils peuvent déjà claquer la porte. Alors ça, c'est fantastique. Le fait de pouvoir partir d'une seconde à l'autre. Ils le font que très rarement. Non, ils le font. Ils le font. En tous les cas, c'est plus facile à faire. Parce que quand vous êtes marié, vous dites « je m'en vais ». Ça pose des problèmes. Oui, alors vous partez, on arrive à partir. Et puis le lendemain, on va voir un avocat qui vous explique des choses tellement horribles, tellement compliquées, tellement sordides, qui vous amènent à prendre contact avec des choses tellement insensées que le soir même, vous revenez à la maison. Vous préférez encore les malheurs qu'il peut y avoir à la maison à ce que vous propose l'administration pour vous séparer de votre femme. Alors ça, c'est un gros handicap. Tandis que dans un mariage sauvage, si vous avez vraiment envie de quitter une dame, vous la quittez, et il n'y a pas un avocat le soir qui vous dit que vous allez être obligé de toucher de près ce qu'il y a de plus sinistre. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation. Claude Lelouch, on vous reproche d'avoir trop bien réussi, mais c'est vrai que vous avez réussi très bien votre carrière, mais avez-vous réussi votre vie ? Parce que ce mariage, ce film, c'est l'aboutissement d'une vie. Je vais vous dire, il y a une chose, on vit toujours en plein paradoxe. Pendant le tournage de mariage, j'ai rencontré une femme qui me plaît bien, voilà, qui n'a rien à voir avec ce métier et qui pourrait presque remettre en question tout ce que je dis dans mariage. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi ma vie. En tous les cas, je voudrais, si j'avais réussi ma propre vie, je voudrais surtout pas le savoir. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai envie de me lever tous les matins. Alors, tant que j'aurai envie de me lever tous les matins pour faire des films, et tous les soirs de rentrer à la maison pour rencontrer une dame, tout ira bien. Vous m'aviez dit, Claude Lelouch, que vous ne vouliez pas de musique pour ce film. Je m'aperçois qu'il y a une musique collée à l'histoire. Oui, au départ, je voulais faire le film sans musique. Et puis, c'est le genre de défi idiot. Parce que je me suis aperçu à la première projection que ce film, c'était de la musique. Et que pour que les gens le ressentent, il fallait en mettre. En plus, j'ai montré le film à Francis une fois qu'il était terminé. Francis, c'est Francis Lay. C'est Francis Lay. Je crois qu'il est important dans l'affaire parce que c'est peut-être un oui à la fidélité oui. aussi. J'ai montré le film à Francis, je lui ai dit, tu sais, je vais faire un film sans toi. Et il m'a dit, tu as peut-être raison, et c'est bien, en tous les cas, c'est original. Et puis, j'ai montré le film à Francis parce que c'est un ami, parce que c'est un frère. Et en sortant, j'ai vu Francis tellement bouleversé,
il était tellement emballé par le film, je lui ai dit, tu penses que tu aurais fait une belle musique pour ce film? Et il m'a dit, écoute, laisse-moi tenter ma chance, comme un débutant. Et 2 jours après, il m'a amené un thème d'après le film, et j'ai dit, c'est pas possible que ce thème n'aille pas dans le film. Non seulement c'est pas possible, mais aujourd'hui, on dirait que ça a été fait sur mesure, et je crois même qu'il a fait sa plus belle musique. Alors on va l'écouter, cette musique. C'est une musique de Francis Lay, c'est la musique de mariage, c'est un texte de Claude Lelouch dit par Rufus et Bulogier. Madame Thierry, je vous souhaite d'être très, très heureuse dans cette maison. Tu sais que ce sont les plus belles années de notre vie qui commencent? C'est quoi les plus belles années d'une vie? Celles qu'on n'a pas encore vécues. C'est joli ça. C'est de toi. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Oui, on s'est bien marré. Faudrait quand même que t'apprennes à danser. T'as vu mes pieds? T'occupe. Hein? T'occupe. J'ai quand même réussi à te faire danser toute la nuit. Non? Lui expliquer quoi? Il a tout entendu. Eh ben, divorçons. Hein? Oui, c'est ça. Divorçons. Oh, con. Salaud. Salaud. Yannick, ce revolver, tu le vois? Il a jamais servi. Yannick, il a jamais servi. Où tu étais? À l'hôtel. Seul. Seul. Pendant 1 an. Pendant 1 an. Je sais pas si t'as bien fait de revenir. Janine, tu te souviens de ce que tu disais le soir de notre mariage? Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Tu te souviens? Moi, je m'en rappelle très bien. Tu disais, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Janine?
C'est une musique de Francis Lay sur votre film Claude Lelouch, Mariage, avec un texte de vous et puis une diction parfaite de Rufus et de Bulogier. Je crois que c'est une réussite sur le plan musical, puis sur le reste aussi, avec des mots vrais. Vous auriez pu les faire chanter, Bulogier et Rufus. Oui, mais enfin, ce sont des comédiens qui ont de telles qualités de comédiens qu'il faut s'en servir même au travers d'un disque. Je pensais que c'était amusant de leur faire jouer la comédie un petit peu à la manière du film sur une plage de disques. Ce sont des comédiens qui m'ont épaté, vous voyez ce que je veux dire. Je suis rarement épaté, je veux dire, parce que j'ai eu la chance de tourner avec beaucoup de comédiens, mais là je le dis vraiment, ils m'ont épaté. Ils m'ont épaté parce que ce que je leur ai demandé, c'est très dur. C'est très très dur d'être obligé de jouer des personnages à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans. Car c'est toute une vie. C'est toute une vie en fait, mais ils m'ont épaté parce qu'on ne sent jamais le trucage. Et je vais vous dire une chose qui m'a sidéré moi-même. C'est-à-dire qu'au moment où je leur parlais, on a tourné le film dans la chronologie. Et quand ils avaient 20 ans, je leur parlais vraiment comme à des copains. Je leur tapais dans le dos, je les insultais, etc. À 30 ans, je commençais à les détester un tout petit peu et je leur parlais différemment, d'une façon agressive, sans m'en rendre compte. Et puis quand ils étaient vieux, je leur parlais calmement. Je pouvais pas parler à Bulle sans l'asseoir sur une chaise. J'avais peur qu'elle me pète dans les mains. Rufus, j'avais peur constamment qu'ils finissent pas le film. Je croyais vraiment qu'ils étaient vieux. Et moi-même, je m'en suis pas rendu compte. C'est les gens autour de moi qui m'ont dit, tu sais comment tu parles à Rufus et à Bulle, comme à des vieillards. Et c'était terrible. Je veux dire que j'avais complètement dépassé tellement ils étaient dans leur personnage en dehors du film. Par exemple, quand on dînait entre les prises de vue, ils étaient habillés en vieux. Enfin, je parlais à des vieillards. J'avais complètement oublié que c'était Rufus et Bulogier qui étaient de jeunes personnes. Bon, c'est donc l'histoire d'un couple jusqu'à la solitude. Estimez-vous justement qu'il faut terminer une vie seule, plutôt sublimer l'indifférence? Ce qu'il y a de terrible dans le mariage, ce qu'il y a de terrible dans une histoire d'amour, étant donné que c'est inexorable qu'il y en aura forcément un des deux qui partira, soit sur un coup de tête, soit sur une maladie, soit sur un accident. Je veux dire que c'est inexorable. On connaît tous la fin. Je veux dire que lorsque vous aimez une femme, lorsque vous lui dites « je t'aime, j'ai envie de passer ma vie avec toi », on sait au fond de soi-même, derrière sa tête, que forcément il y aura un jour un moment dramatique. C'est inexorable. Soit ce moment dramatique apparaîtra sous la forme d'une séparation, ce qui est déjà dramatique, soit sous la forme d'un accident, soit sous la forme d'une mort. Donc, c'est inévitable. Je veux dire que c'est une règle définitive. Et c'est terrible. C'est terrible parce que dire à une femme « je t'aime », c'est peut-être un des moments les plus délicieux dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et on sait que ce moment délicieux passera forcément un jour et il sera stoppé, quoi qu'il arrive. C'est une conclusion inévitable. Donc c'était intéressant de faire un film qui montre vraiment la vie d'un couple, qui montre au microscope. Et en plus, j'ai voulu que ce couple ressemble à tout le monde et à personne. Donc j'ai fait un démarquage permanent qui permet à tout le monde d'avoir bonne conscience. Tout le monde peut dire en permanence c'est pas moi, c'est les autres. Ça c'est très important, sinon si on est trop concerné par le film, on peut plus le voir objectivement. Donc j'ai essayé de prendre constamment une distance pour que tout le monde puisse se reconnaître et que tout le monde puisse dire c'est pas moi. On a écouté Rufus, là, près de Bulogier, et Rufus peut faire penser à Jean-Michel Folon. Bon, Jean-Michel Folon, c'est le dessinateur, et j'ai toujours pensé, moi, que Folon ferait une très grande carrière au cinéma. Il n'a pas besoin de cela, il a déjà réussi ô combien et avec un génie très particulier. Mais je crois que c'est un personnage de cinéma. Vous savez, d'abord, déjà, Rufus et Folon sont les deux meilleurs amis. Je veux dire donc, ils sont très très près. Ils ont un univers qui leur est un peu semblable. Et moi qui connais un petit peu Folon, je veux dire, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois, j'ai parlé, et il a même vu le film d'ailleurs. J'avoue que c'est vrai. Moi, je crois à Folon d'abord comme dessinateur, ce qu'il fait est absolument admirable, mais je crois effectivement qu'on a peut-être un des grands acteurs français à venir. Il le voudra, je crois, parce qu'il est prêt pour toutes les aventures. Oui, parce que ça le fait rire. Donc, comme tout ce qui fait rire tout le monde, le rire amène forcément le succès. Bon, Claude Lelouch, ce film, quelques critiques l'ont déjà vu. Je sais que ces critiques l'ont trouvé très beau, et cela doit vous changer, car jusqu'à présent, il y avait un divorce entre les critiques et vos films. Ils ont aimé, c'est vrai, un homme et une femme, mais c'est tout ce qu'ils ont aimé, et il y a eu, il faut bien le reconnaître, une violence dans leurs attaques qui était quand même plus que de l'agressivité. Alors, vous étiez peut-être le premier responsable de cette agressivité, parce que vous pouvez, à votre tour, être arrogant, ambitieux, orgueilleux, vaniteux, inquiétant. Tout ça est possible. Je veux dire que
si tout cela est arrivé, si tout cela arrive, c'est malgré moi. Je veux dire que j'ai tellement envie que les choses aillent vite que j'essaye d'influencer les événements. Donc si j'essaie d'influencer les événements, j'essaye peut-être aussi d'influencer la façon de penser des gens. Donc il m'arrive très souvent dans l'enthousiasme, et uniquement dans l'enthousiasme, de provoquer peut-être ce phénomène de rejet auquel je suis sensible depuis que je vais en classe. Je veux dire que j'avais les mêmes problèmes avec mes professeurs. Vos professeurs ne vous aimaient pas? Non, pas du tout. J'avais vraiment j'avais une agressivité terrible qui venait mais de mon agressivité, c'est-à-dire que j'allais provoquer. Je me rappelle, j'avais 7-8 ans, j'étais constamment à la porte. J'étais constamment consigné. Je veux dire qu'à l'armée, c'était pareil, j'étais constamment en prison. Je veux dire que j'ai constamment connu ce phénomène de rejet et peut-être que tout ça fait partie d'un climat, d'une atmosphère. On peut pas en tous les cas... je disais un jour, les critiques en tous les cas, ils ont été fidèles dans leur agressivité à mon égard. Vos ennemis ne vous ont jamais déçu? Non, ils m'ont jamais déçu. Ils m'ont jamais déçu étant donné que ils ont détesté mes films dès le premier. Je veux dire, dès le premier film, dès Le Propre de l'Homme, ils m'ont attaqué. Donc on peut pas leur en vouloir de m'avoir attaqué, par exemple, après Un homme et une femme, ou de m'avoir fait payer le succès d'Un homme et une femme. C'est une constante. C'est une constante que je retrouve régulièrement comme ça, mais pas seulement avec les critiques. Je veux dire, avec des tas de gens comme ça, j'ai toujours senti que, ou bien j'entraînais des passions, ou bien une violence inouïe comme ça. Mais normal d'ailleurs. On peut penser également, Claude Lelouch, que vous êtes confortable dans cette perspective, et on peut même se demander si vous souhaitez vraiment être aimé. Oui, bien sûr, tout le monde a envie d'être aimé. Cela dit, je ne vous cache pas que l'agressivité déclenche chez moi des phénomènes d'enthousiasme. J'aime beaucoup la boxe. J'aime beaucoup la boxe parce que un combat de boxe, pour moi, c'est un résumé de vie à chaque fois. Et je sais... Vous aimez les coups? J'aime pas les coups, mais quand un coup me fait très mal, je sais que si j'arrive à me relever, je frapperai plus fort. J'aurai plus d'agressivité, je serai plus méchant. Le problème... si on veut me frapper, c'est qu'il faut me frapper suffisamment fort pour que je me relève pas. Mais si j'arrive à me relever, c'est bien, c'est très très bien. Le problème, c'est d'arriver à se relever. Donc le problème, je souhaite toute ma vie peut-être recevoir des coups, mais pas trop fort quand même. Celui de Cannes était à la limite. Il était à la limite, là, j'ai failli être compté out. Vous parlez de Tout est fini? De toute une vie. Toute une vie, je Oui, de toute une vie. C'est drôle, j'ai dit tout est fini. Tout est fini. On aurait pu penser que tout était fini. Association d'idées, oui. Mais c'est vrai, on y a pensé d'ailleurs, tout était fini pour Claude Lelouch. Oui, enfin, je veux dire que... On l'a même dit, on l'a même écrit. Tout est fini pour Claude Lelouch. Oui, alors ça, c'était plutôt dopant. Il suffit de lire une chose comme ça pour vous donner tout de suite du courage. Enfin, il suffit qu'il y ait, vous savez, ce qui est important quand tout va mal, c'est de rencontrer 2-3 personnes qui, à ce moment-là, vous disent les choses qu'on a envie d'entendre. Je veux dire, c'est plus important que de vous prêter de l'argent ou de vous aider financièrement. Et à chaque fois que j'ai eu un gros pépin, j'ai toujours rencontré 1 ou 2 personnes qui étaient là. Par exemple, en 1960, je me rappelle très très bien, avec Le Propre de l'Homme, qui était mon premier film. Le film est sorti à 2h, il y avait 2 personnes dans la salle. Et à la séance d'après, il n'y avait personne. Et la critique était épouvantable, personne dans la salle, j'étais ruiné, pratiquement en faillite. Et une personne m'a sauvé la vie ce jour-là. J'ai reçu un coup de téléphone de Pierre Brandberger, que je connaissais absolument pas. Et qui m'a dit, votre film est raté, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et continuez à faire du cinéma. Bon, ça m'a... Grâce à lui, le lendemain matin, j'avais envie de faire un film. Mais si j'avais pas eu ce coup de téléphone, peut-être que j'aurais abandonné le cinéma. Mais vous aviez également envie d'être indépendant. Et l'indépendance coûte cher, car votre chute est provoquée par la liberté. Et dans beaucoup de cas, c'est provoquant la liberté. Non, mais l'indépendance, elle s'est faite d'elle-même. Je veux dire que si j'avais trouvé des producteurs au départ qui veuillent produire mes films, je serais jamais devenu indépendant. Parce que j'étais pas du tout doué pour être producteur de films. Et comme personne voulait produire mes films au départ, il a bien fallu que je trouve quelqu'un. Et la seule personne qui avait envie de produire un de mes films, c'était moi. Donc je suis devenu producteur par la force des choses, et par la suite, ça m'a amené l'indépendance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'être autre chose. Je veux dire, il ne me viendrait pas l'idée de me faire produire ailleurs. Mais au départ, j'étais absolument pas fait. Je veux dire que tout ce qui s'est fait dans ma vie, s'est fait naturellement. Êtes-vous le même personnage et pour le public et pour la critique? Le public, il voit les choses différemment. Êtes-vous reçu de la même manière? Le public, d'abord, lui, il est en bonne santé, quoi qu'il arrive. Puis le public voit vos films, il ne voit pas Claude Lelouch. Oui, non, puis lui, ce qui l'intéresse, c'est de ne pas s'ennuyer pendant 2 heures. Donc, le public, ce qu'il veut, c'est rire, pleurer, s'amuser, ne pas s'ennuyer.
Donc les motivations sont totalement différentes. Le critique, lui, c'est autre chose. Il veut analyser pourquoi on a ri, pourquoi on a pleuré. Il a d'autres préoccupations. Donc forcément que au stade de la passion dans laquelle j'aimerais faire tous mes films, c'est obligé qu'il y ait des heurts. C'est obligé. Je trouve ça tout à fait normal. Vous êtes sûr de vous? En tous les cas, quand je le suis pas, je le montre pas. C'est très important. J'ai appris. Vous savez, le grand secret dans la vie, c'est de rassurer les gens. Il faut les rassurer parce qu'on vit dans un monde de trouillards. Il faut bien dire les choses. Donc, les gens qui arrivent à quelque chose sont des gens qui rassurent. Il ne faut pas inquiéter. Vous êtes arrogant? Non, je suis rassurant. Je veux dire que quand je veux quelque chose, je rassure, j'inquiète pas. Je dis pas, vous savez, ça va être un désastre. Je commence par expliquer que ça va être un succès. Vous êtes ambitieux? Sûrement, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Je veux dire, je suis ambitieux par rapport à des satisfactions qui sont purement personnelles. Mais c'est pas de l'ambition vis-à-vis des autres. Vous êtes joueur? Terriblement. Terriblement. Mais ça fait partie de l'ambition. Et vous êtes timide? Et je suis timide avec les dames. Seulement avec les dames? Seulement avec les dames. En plus, ça leur fait plaisir. Même si je le suis pas, je fais semblant. Si vous vous en teniez à ce que dit la presse de vous, et si vous n'étiez pas Claude Lelouch, vous aimeriez Claude Lelouch? Pas du tout. Il m'énerverait, profondément. Pour quelle raison? Parce qu'il est trop sûr. Pour ce qu'on dit de vrai? Non, parce qu'il a l'air trop sûr de lui, je veux dire. Parce que j'ai tellement envie d'entraîner les choses derrière moi que je laisse pas d'autres possibilités. Donc je sais que ça a quelque chose je comprends très bien les gens qui me détestent. Je veux dire, j'en veux pas du tout aux gens qui me détestent. Parce que je le comprends très bien. Parce qu'il y a des gens qui m'exaspèrent comme je dois exaspérer certaines personnes. Et puis vous n'aimez pas ceux qui sont aimés par tout le monde. L'unanimité dans ces cas-là est détestable. C'est ça, non, mais par jeu, par force d'originalité. Non, mais tout ça est très très clair et très simple. Mais ce qu'il fallait, c'est s'habituer. Cela vous ennuierait beaucoup que l'on dise Lelouch, il est gentil, il est brave. Ah, si on disait ça, je serais... Ouh là là, ça serait terrible. Il y a également le jeu de la politique. Et vous avez dit une fois, je n'ai pas d'idée. Alors, ce sont des phrases qui font mal. Je n'ai pas d'idée politique. Oui. Oui, j'ai pas d'idée politique. Pas de parti, pas de clan, pas de club, enfin, sauf le club 13. Non, je vais vous dire, en fait, mon problème, c'est que je recherche délibérément la vérité. Ce qui me fascine, c'est la vérité. En fait. Bon. Et la vérité, je l'ai trouvée à chaque fois, dans les larmes ou dans le rire. À chaque fois qu'un homme m'a dit la vérité, c'est parce qu'il pleurait ou parce qu'il riait. Et quand un homme rit ou quand un homme pleure, il est forcément sincère. Et entre le rire et les larmes, il y a toutes les trahisons du monde. Il y a tous les trucages du monde. C'est pour ça que je voudrais faire des films où l'on rit et où l'on pleure. Parce que je serai en tous les cas que je triche pas. Car si je fais rire, je sais que je triche pas. Si je fais pleurer, je sais que je triche pas. Et entre les deux, il y a tous les trucages du monde. Et moi, la politique m'a jamais fait rire et elle m'a jamais fait pleurer. Donc je sais que c'est du mensonge. Je sais que c'est du trucage. Tout à l'heure, vous parliez des trouillards, mais en fait, vous avez peur du terrorisme des idées. Oui, parce que ça c'est... Mais parce que le terrorisme, d'abord, ça fait pas rire. Puis ça me fait pas pleurer. Je veux dire, c'est du chantage. Et le chantage est sûrement la chose que je déteste le plus au monde. Mais la politique n'est fait que de chantage. Mais on peut être ni de droite, ni de gauche. C'est votre cas. C'est mon cas. C'est mon cas parce que moi, en plus, j'ai un côté féminin, je suis terriblement influençable des fois. Quand un type de droite dit des choses formidables, je suis prêt à être de droite toute ma vie. Et si j'entends un mec de gauche dire des choses sublimes, je vais tout de suite à gauche. Je veux dire que je ne peux pas être un homme politique puisque je me laisse complètement influencer. Je marche au charme à chaque fois. Moi, quand j'entends Giscard à la télé, je marche au charme. Je veux dire, j'écoute pas ce qu'il dit. Je me laisse charmer. Et c'est dangereux. Mais c'est terriblement dangereux, mais c'est parce que je suis un grand sentimental, je le sais. Lorsque, par exemple, il y a eu le débat Giscard-Mitterrand... Ah, je me suis laissé avoir par Vous avez Giscard. vu deux grands acteurs. Et oui, je me suis laissé avoir par Giscard. Je veux dire que j'ai plongé complètement, alors qu'au départ, j'aime autant l'un que l'autre. Je veux dire que je les trouve tous les deux intéressants au même titre. Je veux dire que politiquement, je n'ai pas une préférence. Mais à chaque fois, je me laisse aller au charme. Puis j'aime bien les gens qui ont du charme. D'abord, les gens qui ont du charme, c'est bien. Ça prouve qu'ils ont de l'imagination. Et puis, bon, je sais que les gens qui ont du charme sont plus bluffeurs que les autres. Mais moi, j'aime bien le bluff, parce que le bluff, c'est la poésie. Quand quelqu'un raconte une histoire, s'il rajoute pas des tonnes autour de cette histoire, elle est complètement inintéressante. Moi, j'aime les gens qui font un peu de mise en scène. Enfin, vous accordez beaucoup d'intérêt à un sourire, à une vraie gentillesse. Oui, parce qu'en plus, ça passe. Au vrai rapport humain. Ça passe. Et par exemple, le phénomène de Giscard est là pour le prouver. Je veux dire,
l'autre jour dans son émission de télé avec les journalistes, il avait un charme débordant. À chaque fois qu'on lui posait une question embarrassante, il était tout sourire dehors, et puis ça souriait pas comme ça n'importe comment. Je veux dire, c'était pas un sourire. On sentait que c'était un sourire qui arrivait de l'intérieur. C'est comme Simone Veil. Cette femme, elle a un contact absolument fabuleux. L'autre jour, j'étais avec un chauffeur de taxi qui m'a dit c'est Jeanne d'Arc. On a trouvé une nouvelle Jeanne d'Arc. Giscard nous a trouvé une nouvelle Jeanne d'Arc. C'est fabuleux. Ça va très loin. Ça veut dire beaucoup de choses. Elle a un contact immédiat. Quand elle dit quelque chose, on a la sensation en tous les cas que c'est vrai. Alors que peut-être elle ment, mais ce qui est important, c'est qu'on ait la sensation que les choses soient vraies. Et quand Giscard parle, on a la sensation que c'est vrai. Même si c'est le plus grand mensonge du monde, on a la sensation que c'est vrai. Moi, j'aime bien, en tous les cas, c'est rassurant. On en revient à la peur dont vous parliez tout à l'heure et aux idées. En fait, je disais, en rapportant une de vos phrases, que vous n'aviez pas d'idées. Mais si, car vous avez peur du communisme, et vous l'avez dit à différentes reprises. Oui, non, j'ai pas peur du communisme. J'ai pas peur du communisme parce que je crois pas que le communisme arrivera en France. J'en ai pas peur. J'ai peur de rien. D'ailleurs, je vous cache pas que si demain matin on devait vivre dans un régime communiste, ça me gênerait absolument pas. Ce qui me fait peur, c'est les gens qui ne sont pas libres. Voilà. Moi, ce qui me ferait peur ce matin, c'est qu'on censure un de mes films, qu'on m'empêche de penser, que l'on me fasse du terrorisme. Bien. Alors, ce qui m'inquiète dans le communisme, c'est ce que j'en vois de l'extérieur, à tort ou à raison. Et moi, je le juge uniquement dans mon univers cinématographique. Et je m'aperçois que le seul film que j'ai réussi à vendre dans les pays de l'Est, c'est Un homme et une femme. Et que tous les autres n'ont jamais réussi à être vendus. Et que tous les autres ont été censurés. Donc, j'ai toutes les raisons d'avoir peur de gens qui ne veulent pas acheter ces films, alors que tous les autres films ont été vendus aux États-Unis. Donc je le vois égoïstement. Je ne le juge que par rapport à moi-même, que par rapport à mes problèmes de cinéaste. Et tous mes films ont été vendus aux États-Unis. Le seul film qui a été vendu en URSS, c'est Un homme et une femme. Et les autres ont tous, pour une séquence, pour un détail, été bloqués. Et en plus, c'est une censure qui n'est même pas officielle, puisque la censure s'est faite au niveau des acheteurs, ce qui est encore plus fort. Donc j'ai des raisons d'avoir peur, puisque moi je fais un art populaire, j'ai envie que un maximum de gens voient mes films, et j'aimerais beaucoup que des gens de l'Est voient mes films, ça me ferait plaisir, mais comme à d'autres cinéastes. Et je trouve anormal qu'il y ait ce blocage. Je trouve qu'aujourd'hui c'est pas normal. Dans toute une vie, je n'ai pas dit tout est fini, hein. Dans toute une vie il y a une idée, et cette idée c'est la suppression de l'héritage. Oui. Vous êtes poursuivi par cette idée? Parce que vous avez un enfant. Oui, non, je suis poursuivi par cette idée parce que je trouve, on parlait de communisme il y a 2 secondes, je trouve que le système capitaliste c'est pas si mal foutu que ça en définitive. Vous êtes pour que l'on dépense tout l'argent que l'on a gagné dans une vie. Voilà. Mais dans sa vie même. C'est ça. Je pense qu'un homme qui gagne de l'argent, il faut le laisser gagner de l'argent, parce qu'un homme qui gagne de l'argent, il n'est pas dangereux pour les autres. Parce qu'un homme qui gagne de l'argent, c'est un homme qui sait jouer, et un joueur, il réinvestit. Les gens qui sont dangereux sont ceux qui ne sont pas joueurs et qui héritent des joueurs. Car ceux-là qui héritent et qui ne sont pas joueurs, ils retirent de la circulation. Ils deviennent des comptables. Voilà, ils deviennent des comptables. Ils transforment les aventuriers en comptables, et ça, c'est dramatique. C'est pour ça que je crois qu'un homme de son vivant qui a gagné de l'argent, il faut lui laisser la possibilité d'en faire ce qu'il veut, puisque ce qu'il en fera, de toute façon, c'est le réinvestir. Car un homme qui fait de l'argent n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est un homme qui n'en fait pas et qui veut le garder par la suite. Car celui-là retire des milliards de la circulation d'un seul coup, un monsieur meurt, et on retire des milliards qui étaient à ce monsieur qui était en circulation pour devenir un héritage. Donc je pense que si tous les milliards qui avaient été gagnés par des hommes avaient été réinvestis, il n'y aurait pas les problèmes que nous connaissons actuellement. Car à chaque fois qu'un homme qui a su gagner de l'argent est mort, en même temps, avec lui, on retirait un potentiel de travail qui partait avec le gars. Je veux dire que ça faisait partie de la mort. Mais irez-vous jusqu'au bout de votre idée? Vous avez un fils? J'ai un fils, oui. Quel âge? Il a 5 ans, 5 ans et demi. Lorsqu'il aura 18 ans et que vous serez peut-être sur le point de partir, d'aller ailleurs, vous ne voudrez pas l'installer dans sa vie? Non, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il... Il faudra qu'il parte à zéro. Ah oui, ça je ferai. Là-dessus, je serai intransigeant. D'abord parce que moi, j'ai pris tellement de plaisir à gagner de l'argent que je voudrais pas le priver de ce plaisir-là. Et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il ait envie de se battre. Et je vous Pas de sécurité. Surtout pas, surtout pas. En tous les cas, je peux vous garantir que je ne sais pas comment je vais m'y prendre parce que les lois sont très très compliquées là-dessus, mais je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il touche rien. Vous ferez faillite. Entre autres. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire. Je crois que lorsque mon fils sera grand, j'aurai trouvé le temps de tout dépenser.
Je crois que ça sera, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Claude Lelouch, peut-on encore vous faire mal? Oui. Comment? Avec une mauvaise critique, avec un mauvais mot? Non, ou avec peut-être une fuite d'amitié? Voilà, quand un ami que j'aime ou une femme que j'aime me trahit, ça me fait très mal. Dans le fond, la seule chose qui me fasse vraiment mal, c'est la trahison. Vous n'aimez pas être trahi? Non. Vous perdez tout à ce moment-là? À ce moment-là, je suis désemparé, oui. Parce que, je veux dire qu'il y a des tas de gens que j'aime bien et je sais qu'ils vont me trahir et qui sont là pour me trahir. Donc ceux-là ne me font pas de mal de toute façon puisque je sais que je vais être trahi. Mais quand je me mets à aimer quelqu'un très fort, c'est parce que j'ai la sensation au fond de moi-même que j'ai un ami, un vrai. Alors si cet ami me trahit, là c'est la seule chose qui puisse me faire du mal, c'est la trahison. Mais comment se fait-il qu'on vous ait collé des étiquettes parce que vous ne ressemblez pas aux mots que l'on vous a prêtés? Par exemple, on disait naïf et débile alors qu'il faudrait plutôt dire lucide et puis jeune. Ou alors peut-être la lucidité est une belle naïveté. Je sais pas, vous savez, la débilité, c'est un mot fort quand même, hein. Alors, je sais pas, non, mais je préfère qu'on dise de moi que je suis débile que de trouver un terme intermédiaire, parce qu'il est tellement fort qu'il me paraît anormal. Je veux dire, ça me gêne pas du tout. Le mot débile ne me gêne pas. Les mots forts d'ailleurs. Non, les mots forts. Ce qui est exagéré est toujours insignifiant. Voilà, oui. Alors le mot débile, si on me traite de débile, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'il y a quand même une forme de parti pris. Mais un jour, quelqu'un pourra vous mettre en minorité. Ce quelqu'un, ce sera qui? Ce sera le public seulement? Ça sera surtout, je crois, Claude Lelouch. Je veux dire qu'il y a un moment, tant que j'aurai la sensation de faire mon premier film, je continuerai à faire ce métier. Puis si un jour j'ai la sensation que je fais un film que j'ai déjà fait, j'espère que j'aurai le courage de m'arrêter. Mais je l'espère. Mais maintenant, ce que j'espère, au-delà de toutes ces espérances, c'est d'avoir toujours la sensation de faire un premier film. Enfin, vous êtes indifférent aux écoles, vous êtes indifférent aux doctrines, vous êtes indifférent au vent de la mode. Mais oui, parce que on essaye de faire vivre les hommes en fonction de règles. Je veux dire que tout est règlement. Tout est... il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Alors que la vie n'est qu'une somme de cas particuliers. Mais ce n'est que ça. Moi, je ne rencontre que des cas particuliers et on essaye constamment de classer tout. Vous dites à un monsieur, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Mais tout n'est que cas particulier. Donc, je sais maintenant que tout ce qu'on est en train de dire ici, est dans le fond, est d'une grande futilité, puisque tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des règles qui ne sont absolument pas valables. Non, c'est votre règle. C'est ma règle, voilà. Mais elle est plus valable à partir du moment où on rencontre quelqu'un qui est plus grand. Il suffit de mesurer 1 centimètre de plus ou de moins pour que tout ça s'écroule. Il suffit que vous soyez daltonien, il suffit d'avoir l'œil gauche plus gros que le droit pour que tout ce que je viens de dire soit interprété et fasse partie d'une autre vie. Vous pensez que la taille, la beauté sont des facteurs de supériorité? Non, pas du tout. Mais enfin, ça peut aider. Vous parlez d'1 centimètre ou de 2 centimètres pour changer la face du monde? Ah non, pas pour changer la face du monde. Là, vous êtes vraiment excessif. Non, je veux dire par là que lorsque quelqu'un parle de quelque chose de précis, c'est parce qu'il y a une somme d'éléments autour qui font que cette chose précise peut arriver. Il suffit d'enlever un tout petit grain de sable à l'événement présent pour que tout soit remis en question et que tout bascule de l'autre côté. Regardez un accident de voiture, ça tient à 1 millimètre. À 1 millimètre. Il suffit d'1 millimètre de plus à droite ou à gauche pour que vous continuiez à vivre ou à mourir. Donc toute la vie est comme ça. Et comme la vie se fait au millimètre, et c'est parce que les gens s'imaginent qu'on a une marge très importante, une fourchette de sécurité très importante, en fait tout ne tient qu'à 1 millimètre. Qu'à 1 millimètre. Et on n'est pas conscient de ce millimètre. On n'est pas conscient de ce millimètre qui sépare constamment le succès du bide, la vie de la mort, et on vit au millimètre. Alors en vivant au millimètre, on ne peut pas se référer à des règles qui ont servi à d'autres personnes qui étaient à plus d'1 millimètre de vous. On se réfère toujours au succès. Quand quelqu'un veut monter une affaire, il se réfère au succès, mais ça n'a strictement rien. Il n'y a aucune référence. La chose la plus arbitraire, la plus idiote, c'est de dire bon, je vais prendre Monsieur Belmondo pour tel film parce que l'autre film de Belmondo a marché. C'est pas vrai. C'est pas là-dessus que ça repose. C'est bien plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, Claude Lelouch, je vous sais assez d'humour pour apprécier la somme de jalousie qui accompagne votre vie. Oui, ça oui. Vous la provoquez d'ailleurs cette jalousie. Je la provoque pas. Vous en jouissez même. Voilà, j'en tire. En tous les cas, j'ai pas de règle. Voilà. Même dans ce que vous venez de me proposer. Je veux dire, l'humour, j'en ai de temps en temps, pas tout le temps. De la jalousie, de l'aigreur, j'en ai de temps en temps. De l'amour, j'en ai de temps en temps. J'ai de tout quand j'ai la possibilité de l'avoir.
Je veux dire que moi aussi, je n'ai pas de règles. C'est parce que je n'ai pas de règles que des fois, et très souvent, j'énerve. Mais une seule fois, avez-vous été déçu par vous-même? Oui, j'ai été déçu 4 fois. J'ai été déçu par Le Propre de l'Homme, mon premier film. J'ai été déçu par 2 autres films, ça faisait 3. Et puis j'ai été déçu aussi dans ma vie privée. Une fois, profondément. Donc, ça, c'est 4 grandes déceptions. Puis il y a toutes les petites déceptions intermédiaires, mais ça, il ne faut pas en parler parce que c'est pas important. Vous avez déjà été déçu par vos amis? Par mes amis, oui. Vous appréhendez cette déception? Effectivement, j'ai peur de perdre des amis, parce que dans le fond, c'est la seule. En fait, quand je fais un film, c'est toujours pour 1 ou 2 copains. Quand je fais un film, c'est pour 1 ou 2 personnes. Si ces 2 personnes pour qui je fais le film aiment le film, alors pour moi, c'est gagné. Donc je fais toujours des films, non pas pour des gens, mais pour 2, 3, 4 personnes. D'ailleurs, on fait toujours quelque chose pour épater quelqu'un en particulier. Si ça peut épater d'autres gens en même temps, c'est bien. Mais en fait, on veut tout le temps épater quelqu'un. Vous pourriez donner une autre direction à votre vie maintenant? Difficile, parce que je sais que je suis heureux quand je fais des films. J'ai pas envie de changer. Je veux dire, je sais que je suis profondément bien quand je fais le métier que je fais. Et comme je suis reconnaissant et comme je renvoie l'ascenseur, je vais faire encore un peu plus de films qu'avant. Vous attendez quelque chose de Lévy? Oui, j'attends tout. À 35 ans, on peut attendre. Vous savez, dans Mariage, on dit à la fin du film que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Et moi, c'est ma conviction. Je veux dire que tant que j'aurai la sensation que les plus belles années de ma vie sont celles que j'ai pas encore vécues, j'aurai envie de venir à votre émission, j'aurai envie de me lever le matin, de faire des films.